se retrouve pour un nouveau podcast Convergence. Alors cette fois-ci, nouvelle formule, il n'y aura pas un seul thème. Ce qu'on va faire, c'est que chacun va apporter un petit thème. Alors il y aura dans l'ordre un compte-rendu de bouquin là, sur la violence chez François Cusset avec Karim. Ensuite, on aura de la sociologie de l'ignorance. On va parler d'un article avec Étienne. Et moi, à la fin, je ferai un peu... je sais pas si on peut dire de l'actualité ou de la science politique, je sais pas, on va dire science politique, ça fera bien, où je vous parlerai un peu d'une interprétation possible de l'épisode de Macron qui mettait en regard le sacrifice de Beltrame et les 50 euros d'APL. Donc on va commencer avec un petit compte rendu de bouquin là, de quoi tu vas nous parler, Karim? De la violence, c'est ça? C'est ça, alors c'est le dernier bouquin du coup de François Cusset qui s'appelle Le déchaînement de la violence, et le sous-titre c'est Logique nouvelle de la violence. François Cusset, c'est celui qui a écrit le bouquin sur la French Theory, quel accent anglais toujours, sur la French Theory, donc les auteurs en français qui ont été récupérés par les universitaires américains du coup, donc il est surtout connu pour ce bouquin et aussi pour la décennie où il décrit comment le néolibéralisme est apparu dans les années 80, enfin grosso modo. Et donc ça c'est son dernier bouquin qui est paru il y a quelques semaines du coup. Et c'est plutôt un historien des idées, François Cusset en fait, mais là dans ce livre il propose plutôt des intuitions, des hypothèses qui sont encore à travailler, hein, je pense, c'est comme une sorte de programme de recherche, qui est une sorte de réponse à l'idée souvent admise selon laquelle en fait notre monde, notre époque serait de moins en moins violente et voire serait même la moins violente de toute l'histoire de l'humanité. Et du coup lui il va à l'encontre de cette idée. Et cette idée, c'est un peu une marotte qu'on retrouve assez souvent. Par exemple, dans le dernier bouquin, le long bouquin de Steven Pinker, qui est un psychologue évolutionniste bien connu, la part d'ange en nous, du coup, où il décrit statistiques à l'appui, bien qu'il y ait eu pas mal de polémiques et de controverses sur ces statistiques, et même sur le fait d'utiliser des statistiques pour montrer que le monde est de moins en moins violent. Voilà. Alors donc Cusset il va à l'encontre de cette thèse et du coup il défend plutôt que dans le monde contemporain en fait le monde n'est pas de moins en moins violent, ou en tout cas du moins que c'est une nouvelle forme de violence qui est apparue, qui est plus diffuse, plus insidieuse, mais que la violence est toujours bien présente dans notre monde, mais qu'en même temps elle est à la fois prohibée, elle est refoulée, elle est cachée, et à la fois elle est systématisée dans les structures économiques, étatiques, etc. Dans la première partie du livre, ça fait assez effet catalogue en fait, où il dresse un état de la violence contemporaine mondiale, donc les guerres civiles, la situation des migrants, il parle des cartels de drogue et des politiques corrompus, il met ça au même niveau que les GAFAM par exemple, ce qui peut se discuter et ce qui peut se défendre aussi. Des entreprises qui font taire les actions syndicales, il y a un long passage sur la Grèce, la mise au pas de la Grèce par l'Union européenne, de la violence que ça a produit, de la violence contre toutes les minorités, la destruction aussi des écosystèmes, enfin au niveau écologique. Et ensuite, donc après cette première partie, voilà, qui fait un effet un peu, voilà, il y a ça qui est violent, il y a ça qui est violent, etc. Il dit qu'il n'y a pas, voilà, que par rapport à un phénomène, il n'y a pas plusieurs facteurs qui causent ce phénomène, mais juste après, il dit quand même que c'est le néolibéralisme qui a produit cette nouvelle violence. Donc en fait, il finit par réduire un peu vite, mais bon, voilà, ça peut se discuter après, un peu vite la cause, les nouvelles formes de violence par rapport au néolibéralisme, qui met en concurrence les individus et qui entretient donc cette violence contemporaine. C'est donc au final l'économie qui structure cette violence nouvelle. Et l'économie qui est appuyée par le droit quand elle légitimise la précarisation du travail, elle durcit les peines contre les syndicalistes, et elle minimise, comme on l'a vu avec Cahuzac il n'y a pas très longtemps, la délinquance en col blanc. Et du coup, dans cette première partie, en fait, voilà, il donne des idées ou un catalogue de la violence, enfin des choses qu'on connaît déjà en fait, mais qui synthétisent, mais qui en gros n'apporte pas vraiment grand-chose de neuf, quoi. Et il devient intéressant en fait quand il essaie de comprendre cette nouvelle violence. C'est-à-dire pas seulement, on va dire que c'est le libéralisme, mais enfin expliquer comment elle peut se comprendre et comment elle peut s'étudier. Là, c'est le côté où le livre
il fait un peu office de programme de recherche pour décrire un peu les violences actuelles. Et donc pour lui, il y a un rapport entre les chats, un rapport entre les chats, un rapport entre l'État et le marché qui favorise donc la violence nouvelle, qui est du coup son argument, c'est de dire que l'État moderne, avec la démocratisation des institutions, et qui a fait intégrer en soi les normes sociales pour canaliser la violence, en fait. Parce qu'il y a une longue discussion du livre de Norbert Elias aussi, La civilisation des mœurs, donc où il décrit ce processus. Donc voilà, la modernité a permis de canaliser la violence, mais en fait, elle apparaît, elle apparaît de manière nouvelle, puisque l'État, en fait, même s'il a gardé le monopole de la violence légitime, il a fini par favoriser le marché. Et l'État, en quelque sorte, il s'est dépolitisé, il est devenu technocratique, et du coup, il est devenu quelque chose de complètement froid, en fait. Il fait une opposition entre le froid et le chaud, c'est-à-dire le froid technocratique et le chaud de la politique, avec l'imaginaire, le projet politique qui ferait rêver le citoyen, etc. etc. Là, il donne un repère temporel. C'est long ce processus ou c'est rapide, récent Je pense que au niveau temporel, il classerait ça avec l'apparition, enfin les politiques néolibérales à partir des années 80 en fait, quoi. Où vraiment il y a voilà, où ça va produire un nouveau type d'individu, enfin ce que le néolibéralisme tente de faire, si on synthétise le néolibéralisme en 2 secondes. Et donc il a laissé toute dimension du conflit à l'extérieur de lui. Et il y avait plus, en gros, il n'y a plus rien pour canaliser comment dire, la violence possible, psychique de l'individu notamment. Et en gros, maintenant, c'est l'économie qui fabrique et régule les émotions, donc par la logique de la concurrence, de la rentabilité, et tout ça, ça produit des individus très nerveux, très déprimés, le burn-out, le stress, etc. Toujours prêts à exploser, mais voilà, et qui n'arrivent plus à se dégager aussi du trop-plein de toutes les émotions négatives ou même positives. Enfin là, c'est le règne de l'abondance, de l'image toujours perpétuelle, de la captation de l'attention, enfin voilà, toutes ces choses en fait qui psychiquement font un trop-plein émotionnel. Et voilà, qu'on va retrouver du coup dans des comportements violents sur Internet, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu la manière de cadrer un peu et de comprendre comment cette violence psychique peut se comprendre à notre époque, quoi. Et qui, du coup, c'est pas une disparition de la violence, mais une nouvelle forme de violence plus insidieuse encore, et qui, du coup, serait prête à exploser. Et à la fin du bouquin, là je passe rapidement, mais voilà, il revient sur une violence qui serait émancipatrice, et ça serait la violence de la jeunesse. Alors la jeunesse qui caractérise pas comme le fait d'être jeune biologiquement, enfin voilà, mais comme un état d'esprit de se révolter contre les injustices en fait, quoi. Et que cette violence utilisée avec d'autres moyens peut être légitime justement pour faire face aux nouvelles formes de violence insidieuses produites par l'économie, quoi. Très d'actualité tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais c'est plus un essai, il y a plus des questions, enfin c'est plus, comment dire, c'est plus des intuitions, voilà, qui seraient, comme je disais tout à l'heure, hein, qui seraient encore à travailler pour approfondir, quoi. Il y a pas, ça peut manquer entre guillemets de profondeur sur ces aspects-là, quoi. Ouais, Mais ça reste intéressant. Tu disais que le premier tiers était bof sur Twitter. Voilà, c'est ça. Et que ça devenait intéressant quand ils discutaient, en fait, le premier tiers, donc c'est un peu le catalogue de la violence à l'époque contemporaine. Et il y a aussi, donc voilà, où tout est violence aussi. Enfin, disons qu'il y a comment dire, il y a pas de distinction avec d'autres dimensions. On a l'impression que tout est violence du fait je sais pas, de mettre un pouce rouge sur une vidéo YouTube, le fait de se faire casser la gueule dans la rue. Enfin voilà, il y a un peu cet effet-là, cette impression qui peut être donnée. En caricaturant évidemment, et ça devient plus intéressant quand il vient discuter les thèses d'Elias avec la civilisation des mœurs, et la fin quand il parle de la violence émancipatrice, où il y a des pages qui sont intéressantes quand même, quoi.
Mais ouais, j'étais un peu déçu à ces lectures. Et est-ce qu'il dialogue frontalement avec Pinker? Non, justement. Ah C'est bon? que Ah ouais. en début, il en parle, hein, il parle du bouquin de Pinker. Mais il le laisse de côté après pour dire que... qu'est-ce que je vais essayer de reprendre? Euh, Parce que t'as envie de dire un essai contemporain sur la violence qui se situe pas par rapport à Pinker, c'est bizarre. Bah voilà, Alors, moi, je fais le public candide, c'est qui Pinker? Exactement. bah, Steven Pinker, hein, comme je disais, un psychologue J'ai aucune idée évolutionniste. de qui c'est en vrai. Hein. Je fais pas genre D'accord. semblant que je sais pas pour vous faire développer. Je sais vraiment C'est pas. un des grands représentants de la psychologie évolutionniste aux États-Unis, en fait. Euh, et qui a écrit pas mal de bouquins, du coup, pour dire que voilà, notre esprit est déjà déterminé par l'évolution, il y a déjà des structures mentales déjà prêtes. Ouais, donc D'accord, d'accord. il est très connu au-delà de l'univers académique pour ses thèses sur la violence. Sa thèse, c'est que le niveau de violence dans le monde, c'est pas seulement dans l'Occident, comme chez Elias, c'est vraiment dans le monde entier, en fait, décroît Bah, considérablement. alors, ce qu'on lui a reproché, c'est de parler encore une fois que de l'Occident, en fait. C'est-à-dire, Ah d'accord, ok. voilà. D'accord. Alors, on lui a reproché ça au niveau de ses statistiques, où hein, c'est occidentalisé. Ok. C'est assez Et centré l'autre sur grande l'Occident. difficulté de son propos, c'est que, en fait, il appuie la notion de violence sur l'homicide. C'est ça, ouais, c'est au fait que bah, voilà, il Essentiellement, y a de moins en moins de meurtres, il y a de moins en moins de ouais, guerres, entre guillemets, donc forcément, il y a de c'est moins en ça. moins de violence, quoi. C'est c'est des calculs, en fait, quoi. Donc du coup, tu vois, la question que je voulais poser, c'est, admettons même qu'il dialogue pas directement au sens où, comment il s'appelle, l'auteur là, dont tu parles, QC, Hmm. cite pas forcément Pinker. La question, évidemment, c'est, on tout de suite a envie de mettre en regard leurs deux thèses, entre quelqu'un qui dit la violence décroît et l'autre qui dit soit elle augmente, soit elle se transforme. T'as envie de dire, est-ce qu'ils se rencontrent parce que t'as envie de demander, est-ce qu'ils se rencontrent, c'est-à-dire est-ce qu'ils parlent de la même violence? Bah, c'est ça, au Et final, tout. on n'a pas l'impression. Disons que. Alors, j'essaie de retrouver le passage où il balait un peu vite l'argument contre le fait d'utiliser des statistiques, par exemple. Alors. Ouais, je l'avais entendu à la radio parler de ça, QC. Et enfin, ouais, ça peut se comprendre, mais parce que lui, du coup, il va généraliser considérablement le concept de violence. C'est ça, ouais. Euh, Donc, forcément, ça va échapper à la manière dont on comprend la violence habituellement à travers la violence physique, en fait. Et il définit au départ la violence à partir de. Mais euh, ceci dit, de- est-ce qu'il parle que de ce psychologue ou est-ce qu'il parle d'autres thèses? Parce qu'il y a beaucoup ça qui fleurit. Bah oui, oui, non, Il y a des justement, TED Talks et j'étais. Ouais. compagnie où Ah on oui, oui, dit, ah ben bah, voilà, ouais. on dit qu'il y a de plus en plus d'inégalités, mais non, regardez, ça va mieux, preuve à l'appui, il y a moins de mortalité Bah infantile, oui, il y a et moins puis de ceci, il Pinker, y a moins de machin. ça se prête bien au TED Talk, ça. Il y a énormément de trucs comme ça Ouais, qui se ouais, produisent. Bon, ouais. le discours européiste est très là-dessus hein, aussi. Hein, c'est regardez, l'Europe c'est la paix, machin, en oubliant quelques conflits au passage. Donc est-ce qu'il parle un peu de tout ça? Est-ce que c'est une réponse à ce Non, discours non, ambiant? il part plutôt sur pour reprendre le sous-titre, sur les logiques nouvelles de la violence, en fait, sur la manière dont on doit comprendre la violence à l'époque contemporaine. Et il part d'une définition qu'on trouve chez Françoise Héritier, l'anthropologue, qui Oui. la définit comme une effraction. C'est-à-dire, alors je cite, une atteinte à la vie partielle ou définitive, exceptionnelle ou récurrente, physique ou psychique, une atteinte imprévue mais durable. Donc sous cette définition, c'est vrai qu'on peut mettre pas mal de choses. Mais oui, mais c'est pas étonnant qu'il y ait de l'anthropologie derrière. Moi, ça m'y a fait beaucoup penser. Il y a beaucoup ça dans les travaux sur l'anthropologie des précoloniales, Hmm. avec l'idée, ce mythe où les colons sont arrivés pour pacifier des tribus qui n'arrêtaient pas de se mettre sur la gueule en permanence. Il y a eu ce discours sur l'Afrique, il y a eu ce discours sur l'Amérique du Nord, et que les anthropologues ont justement prouvé qu'effectivement, c'était une violence où ils se tapaient dessus, mais qui était très symbolisée, très ritualisée, ce qui fait qu'il y avait peu de blessés, peu de morts, et que derrière, ça laissait justement une certaine paix sociale et permettrait aux diverses cultures de coexister, et que la colonisation, justement, en lissant tout ça, a peut-être diminué cette violence physique, mais a rajouté une autre forme de violence. Donc Oui, c'est un c'est ça, ouais. discours qui est... Ouais, effectivement. Et Ouais. puis, Hmm. voilà, je schématise beaucoup, beaucoup trop ce truc. Mais c'est vrai qu'on a effectivement ce problème
de considérer la violence que comme étant la violence physique. On commence à envisager la violence psychologique, mais le reste, tout ce qui est violence sociale, violence symbolique... Oui, voilà, je pense que c'est ça qui est important avec son bouquin, c'est qu'il rappelle ça, c'est que même enfin, la violence psychique a des effets et qui est produite effectivement par tout ce qui se passe, hein, on le voit dans l'actualité. Hein, je pense que si on... Là, au moment où on enregistre ça, hier, c'était les résultats de Parcoursup. Bon, on peut penser que ça produit une certaine forme de violence psychique. C'est les jeunes qui se retrouvent en attente. Mais d'ailleurs, pour aller dans ton sens, il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une conférence sur Simone Veil de Pascal Devette sur France Culture, où il disait justement que d'un point de vue neurologique, le stress, même un stress, on va dire artificiel comme celui de Parcoursup, le cerveau ne fait pas la différence entre ça et un stress de quelqu'un qui te met un couteau sous la gorge. Mais il parle de Simone Veil justement à un moment. Ouais. Enfin là, Simone Veil, je pense pas qu'elle parlait de neurologie à son époque. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, Pascal Devette en parle, et justement cette idée que notre cerveau fait pas la différence, et ces milliards de petits stress, pour notre cerveau, c'est vraiment comme si on était constamment sur le seuil du danger, quoi. Au bout d'un moment, ça snap. Et puis, bon, il y a des théories là-dessus sur comme quoi les tueries de masse, etc. C'est des expressions extrêmes de cette tension permanente, quoi. Voilà. Mais c'est bien que même si c'est imparfait, c'est quand même bien que ce genre de bouquin existe. Hein, ah oui, non, c'est qu'il y a des contre-feux de cette espèce d'optimisme pantois. Ouais. Du coup, quel est son apport en fait? Parce que en fait, t'as un peu l'impression que ce qu'il fait, c'est prendre, grosso modo, faire la synthèse de toutes les études ou les bouquins sur le néolibéralisme et de dire que, moi, les effets unifiés, enfin, les différents effets du néolibéralisme et de sa progression dans l'Occident, je propose de l'appeler violence. On a l'impression que c'est un peu ça qu'il fait. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que ça manque, comment dire, de précision et de finesse dans l'analyse, on va dire. Ouais, d'accord. Mais du coup, toi, t'en retires quoi de positif, en fait, d'intéressant de ce bouquin-là? Parce que apparemment, t'as pas l'air super convaincu sur la thèse vraiment générale de en fait, si je rejoins ces intuitions, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de mettre ces intuitions sur le devant de la scène du débat public, en fait, intellectuel. Mais je trouve que la démonstration manque de finesse, en fait, justement, par rapport à ce que tu dis, où il dit qu'il faut pas penser les phénomènes à partir de facteurs uniques, mais où il finit par réduire ces facteurs au néolibéralisme, en fait. Et il y a une recension aussi là sur le site de non-fiction là sur laquelle je trouvais des points d'analyse, enfin de critique intéressants. C'est que par exemple ce qu'il dit sur l'économie violente, sur le fait de, enfin je sais pas, au hasard les open space, le fait de travailler devant les autres, etc. Enfin voilà, c'est pas forcément nouveau. Enfin cette violence-là au travail, elle se retrouve déjà dans le Fordisme, dans à l'époque ou le taylorisme, etc. Enfin il y a un siècle déjà, donc il y avait déjà cette forme nouvelle de violence, en fait, il y a plus d'un siècle, et puis même encore plus au 19e, en fait. Donc, est-ce que c'est pas... Quand c'est logique nouvelle de la violence, on comprend qu'il y a des nouvelles formes de violence, mais voilà, ça demanderait peut-être plus de catégorisation de ces formes de violence, quoi, plutôt que de mettre ça sous un grand mot de violence. Mais voilà, après, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que même par les critiques qu'on peut en faire, ça permet justement de rebondir pour proposer de nouvelles analyses plus profondes et plus précises de cette violence qui, de toute façon, je pense, existe bien et avec des... Voilà, quoi, elle a pas disparu comme ça, quoi. D'arriver à montrer la violence des structures et c'est ça, ouais. De la technocratie, ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je le comprends comme une espèce de programme de recherche pour stimuler des études, des enquêtes, enfin voilà, sur ça, quoi. Et qui de toute façon existent déjà, hein. Il y a déjà des enquêtes sociologiques. Il y a plus qu'à. Voilà, mais disons que ça permet c'est sûr que le point, quoi. Il y a, comment dirais-je, ce qui se pratique beaucoup, c'est de relier différentes formes de souffrance et de nouvelles souffrances, des souffrances de type, par exemple,
socio-psychiques, des fois on dit, au lieu de dire psychosociales, pour dire qu'elles sont en fait plus provoquées par l'environnement sociopolitique plutôt que émanant d'un sujet psychologique. Et souvent, en fait, il y a beaucoup d'études sur le néolibéralisme ou les nouvelles formes de management qui te montrent comment telle nouvelle forme d'organisation au sein de l'entreprise engendre tel type de souffrance individuelle. Mais donc tout est lié, tout est lu dans la grammaire de la souffrance. Mais l'avantage peut-être de ce bouquin-là, de proposer, de dire il n'y a qu'à appeler ça violence, c'est que tout de suite tu fais signe vers une cause qui est extérieure au sujet qui souffre. Alors que quand tu utilises le terme de souffrance en disant tel individu souffre, t'as toujours quand même un peu la tentation, enfin le terme souffrance c'est quelque chose que tu utilises, tu peux utiliser sans nécessairement en chercher les causes, alors que si tu dis violence, en fait tout de suite tu es conduit à te dire mais qui exerce la violence, il me semble. Oui, non, c'est effectivement, ça peut être l'intérêt. Donc de ce point de vue là c'est intéressant. De la fragilité aussi, si tu supportes pas ton manager, c'est que t'es pas assez solide pour encaisser, ça désamorce aussi ce... Non mais c'est ça, quelqu'un est violent, effectivement, on s'en fout qui est en face, quoi. Enfin, que la personne l'encaisse ou l'encaisse pas, c'est la violence le problème, quoi. L'intérêt du bouquin, c'est de synthétiser des choses sur lesquelles on est déjà d'accord, qui sont reconnues par des enquêtes, etc. Mais de leur donner une teneur plus politique aussi. Donc il y a ce côté-là aussi qui est quand même intéressant, quoi. Ouais, d'accord, ça peut être intéressant, c'est clair. Mais pour le coup, c'est plus intéressant dans une perspective politique, alors que, je sais pas comment dire, parce que en fait ce que tu veux dire c'est que analytiquement il y avait déjà tout qui était présent, lui il propose juste de faire une sorte de synthèse de ces choses-là. C'est ce que j'en retiens, ouais. Même sur le côté de la violence émancipatrice, c'est des choses qui sont déjà qu'il y a une violence quand même qui est légitime. Ça occupe une grosse place dans son bouquin. C'est le dernier tiers en fait. Le dernier petit tiers plutôt. Disons que c'est le dernier chapitre qui prend un peu moins du dernier tiers. Et alors donc qu'est-ce qu'il dit ? Il faut s'engager dans les Black Blocs ou pas là ? En fait, il dit que c'est ça la vraie question. Évidemment, la violence gratuite n'est pas intéressante. N'a pas. Je me défloute avec cette webcam. Est-ce qu'il se met en mode ZAD, QC ? C'est ça. Il me semble bien, du reste. En fait, voilà, c'est que la violence gratuite n'a aucun intérêt et il faut qu'elle ait une visée et que surtout elle doit pas c'est pas la violence pour la violence, elle doit se penser stratégiquement autour d'autres pratiques. Des pratiques qui sont forcément non violentes, mais voilà, ce qui fait qu'il faut pas partir dans des c'est des espèces de stratégies politiques en fait qui défendent, c'est-à-dire il faut pas comment dire, il faut pas penser des stratégies politiques qui soient juste le fait, soit il faut être non violent, faut être pragmatique, c'est-à-dire quand par exemple si on prend l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes, il propose quelque chose d'alternatif au niveau de l'agriculture, de l'économie, de la vie en société. Donc ça, c'est un projet, et quand ce projet il vient être mis en cause, là, il y a l'usage d'une violence défensive, c'est-à-dire pour défendre la zone à défendre, dans ce sens-là, quoi. Mais en même temps, il y a des choses de la vie de tous les jours à cultiver, l'agriculture, au niveau de l'agriculture, de la vie en société, etc. C'est défendre ponctuellement en usant éventuellement de la violence pour défendre des projets de société alternatifs en fait, quoi. Dans ce sens-là, quoi. Ou à condition que ça ait un sens stratégique, ouais. Voilà, c'est pas que si c'est juste user de la violence et pour attaquer, en tout cas de manière pour pas se sortir d'une domination, c'est pas légitime. Tu crois qu'il en pense pas moins, mais en fait, il veut se mettre à l'abri d'une censure ou de problème, je sais pas. C'est-à-dire ? Parce qu'il me paraît un peu chaud, quoi, quand on entend qui c'est, non ? Je sais pas, je le sens. Non, je pense effectivement. Et puis il rappelle aussi le fait que là, c'est les grands mythes des non-violents, de Martin Luther King, de Malcolm X, par exemple, ou même de Gandhi.
que la non-violence de Gandhi n'a pas suffi pour l'Inde, quoi. Enfin, que même Thoreau, qui défendait la désobéissance civile, là je retrouve les pages, il n'était pas contre la violence pour l'émancipation, voilà, il dit que voilà, il n'y a pas de mythe dans la non-violence et qu'il faut être... Ouais. Mais ceci dit, ça va avec. Hein. C'est pour qu'une violence, un cassage, taper des gens. Là, pour que la violence physique soit légitime, quand bien même c'est pour se libérer d'une oppression que tout le monde déteste, il faut accepter que cette violence n'est pas une attaque, mais une réponse à une autre violence, qui est une violence systémique, machin. Ça va dans son sens, quoi. C'est tant que... Qu'effectivement, les Black Blocs n'ont aucun sens si on n'admet pas que la société salariale est violente. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu tout le travail des éditorialistes, jour après jour, de nous montrer cette violence-là et de nous faire oublier l'autre. C'est ça, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit que depuis 40 ans, on a tenté de disqualifier toute forme de défense active, en fait. Active, c'est-à-dire qu'il utilise la violence, quoi. Et qu'il faut la légitimer à nouveau quand il faut, quoi. Ah ouais, il est chaud en fait. Mais ouais, en fait, en un sens, ce qu'il voudrait, c'est un peu nous expliquer, nous aider à comprendre un phénomène comme, tu te souviens, la chemise arrachée là, du DRH d'Air France ou je sais pas quoi. Derrière la violence immédiatement perceptible, en réalité, il y a une violence plus sourde et insidieuse qui se distille à travers le temps.